Zulu Trade, en fait, c'était une manière de pouvoir accéder à du capital, un peu ce qu'on va retrouver aujourd'hui, on va en parler des profils. Quand c'est trop populaire, ça perd son edge, ça perd sa valeur. Clairement. Les signaux de trading, l'avantage, c'est que tu mets un premier pas dans le trading, tu découvres, on va faire une Oussama Ammar pour le coup, mais c'est vrai que depuis 13-14 ans, je faisais déjà un petit peu d'argent à droite à gauche. Je me rappelle que vraiment, littéralement, je me suis dit, ouais, ça va changer ma vie. J'ai quasiment fait nuit blanche parce qu'en fait, j'étais en position toute la nuit. Et vraiment, le matin, j'ai dû dormir 1 heure ou 2, j'avais une petite lame nerveuse parce qu'en fait, il y avait 0 sur le compte. Le mec, il veut se barrer avec la caisse. Je dis non, il est là pour les particuliers. Il l'a dit hier qu'il était pour tout le monde. Et puis en fait, à chaque minute, tu voyais un canal Discord qui se désactivait. Il gagnait 70 000 $ environ. 110 pour les Français. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je fais un podcast avec Ibrahim Chauvin. Je suis super content déjà pour ce podcast et aussi aujourd'hui. Journée assez exceptionnelle, on a dépassé sur la chaîne YouTube les 35 000 abonnés. Alors j'ai encore de la marge pour atteindre le niveau d'Ibrahim qui a pas moins de 80 000 abonnés. Ils se vantent de ça d'ailleurs. On me met dans la sauce dès le début. Ouais, salut Faustin et salut tout le monde. Je suis content, très content de t'avoir ici. On est en Suisse, on est à Genève. Vous savez que j'ai mon entreprise qui est basée ici et j'habite ici à Genève. Et Ibrahim s'est expatrié, m'a retrouvé en Suisse, lui du côté de Lausanne. Voilà, peut-être on en parlera d'ailleurs dans le podcast. Pourquoi tu t'es installé ici pour ton trading en Suisse? Il y a potentiellement certains avantages typologiques quand on compare à la France, on va pas se mentir. Et donc on va peut-être faire un autre podcast par la suite, selon un petit peu les résultats qu'on a sur ce podcast avec Ibrahim. Donc n'hésitez surtout pas à commenter un maximum, à nous dire si vous voulez tout simplement un deuxième podcast. Comment tu vas Ibrahim déjà? Et présente-toi rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoute, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Moi c'est Ibrahim Chauvin, je fais du contenu, je fais du trading, je suis passionné par les marchés financiers depuis 11 voire 12 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans on va dire pour les courtiers qui me regarderaient. J'avais 18 ans, ne vous inquiétez pas. Et puis de fil en aiguille, mordu des marchés. Donc j'ai commencé sur YouTube, ensuite j'ai créé l'école ICT Finance, j'ai arrêté, j'ai fait un burn-out avec trading, plus ce contenu, j'ai remonté une école et maintenant on partage tout le temps. Live trading, on fait beaucoup de trading, beaucoup d'analyse, beaucoup de marché, beaucoup de partage. Incroyable. Incroyable. Moi je sais que je t'ai connu, Ibrahim, je ne sais même pas si tu t'en souviens, on avait fait des appels ensemble. À l'époque on parlait un peu d'affiliation, parce qu'on propose aussi des services autour du trading. D'ailleurs, je crois que tu avais commencé brièvement à Cavatrade, après ça s'était mal passé. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Et puis ensuite, on s'est rencontrés sur Admiral Market à l'époque. Ouais. Parce que là, je travaillais, pour ceux qui ne savent pas, j'étais analyste marché et sales trader pour ce broker. Effectivement, nous, on voulait t'avoir. Et d'ailleurs, à l'époque, ma boss voulait que tu fasses des vidéos YouTube pour Admiral Market. Et donc, c'est vrai que tu es assez connu par les brokers. Je pense que les brokers te connaissent tous. Et je t'ai aussi connu quand tu avais fait Zulu Trade. Tu avais fini numéro 1 de Zulu Trade. C'est quoi cette histoire? Raconte-moi. Alors, c'était il y a très longtemps pour le coup. C'était il y a peut-être 12-13 ans. J'avais pas de capital. Donc, il fallait se lancer d'une manière ou d'une autre. Et Zulu Trade, en fait, c'était une manière de pouvoir accéder à du capital. Un peu ce qu'on va retrouver aujourd'hui. On va en parler des profils, hein, forcément. C'est un gros sujet. C'est là où, en fait, tu pouvais trader sur du réel ou du virtuel. Et concrètement, des personnes investissaient de leurs propres capitaux sur toi. Donc, le but, c'était de performer. Et puis, tu pouvais recevoir des fonds d'à peu près tout et n'importe où, en fait. Un peu comme Darwinex, au final. Et c'est le même système que Darwinex aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je sais même pas si Zulu Trade est encore mais je crois pas. Je sais pas. J'en ai plus entendu parler. Ouais. Et tu avais fini numéro 1, du coup Alors, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé mon petit parcours. Je suis monté assez rapidement dans le classement, dans le top 100, top 50. Et j'étais numéro 1 français. Donc quand même. En plus, tu avais 18-19 ans à peine. J'avais 18 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc vraiment, j'avais mes stratégies RSI à l'époque, vraiment le truc très simple. Ouais. Et le marché était beaucoup plus simple, moins complexe qu'à l'époque que maintenant. Donc il y avait une plus grosse facilité quand tu tradais les surachats, surventes, divergences RSI et tout. Mais le RSI, ça marchait très bien avec la zone des 70, des 30. Maintenant, c'est limite, on préfère faire l'inverse. Ou moi, j'achète quand je suis au-dessus des 70. Tu vois. C'est une approche. Donc ça a complètement changé. Et justement, c'est quoi, plus ou moins, tes stratégies trading aujourd'hui? Un peu comment elles ont évolué, tes stratégies trading? J'ai évolué énormément sur les indicateurs que j'utilise. J'ai gardé la même méthodologie. Donc, je fais du zone to zone. Ce que j'appelle du zone to zone, c'est vraiment l'art de trader entre les zones de prix.
Quand ton marché il monte ou il baisse, tu as vraiment une montée en escalier. Donc le but, c'est vraiment de repérer les zones de prix pour trader dans les intervalles, ce qu'on appelle des écarts de prix. Donc de fil en aiguille, j'ai développé ce système-là. Et maintenant, je suis plus, on va dire, 50% sur du chartisme, donc du price action, et 50% sur de l'order flow. Donc tout ce qui va être volume profile, cumulative delta, le footprint, le bookmap. Ces petits trucs, tu as l'impression d'être dans une tour de contrôle, donc ça me plaît. Ah, c'est vraiment, on en parle de plus en plus de ces indicateurs de volume. Moi, j'utilise un peu le volume profile. Maintenant, c'est vrai que ça fait bientôt 12 ans aussi que je suis sur les marchés financiers et j'ai quasiment pas changé de trading. Et pourtant, j'en ai vu passer des effets de mode. Il y a eu le smart money concept, les méthodes ICT. À un moment donné, c'était Ishimoku. Toujours d'actualité. C'est une religion aux États-Unis. C'est toujours d'actualité. Le nombre de chaînes YouTube qui ouvrent sur justement le ICT, le smart money, les order blocks et compagnie. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. T'en penses quoi d'ailleurs, toi, des stratégies et smart money concept? T'as un avis dessus Ils sont tous, en fait, c'est tous de week-off en fait. Donc ça part d'une base de week-off. Ils ont, de ce que je ressens, inventé beaucoup de mots justement pour faire un peu. En fait, c'est un peu marketing. C'est beaucoup de marketing. Ils ont une stratégie qui, certes, peut marcher, mais comme tout le monde regarde le même setup, en fait, du coup, tu te retrouves avec les mêmes setups et donc beaucoup d'arnaques, beaucoup de retournements comme par hasard quand tu as ton. C'est le silver bullet, il me semble qu'ils appellent ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Par contre, c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre plus la liquidité, le mouvement du prix. Et puis, les jeunes se lancent vraiment dans le trading. Souvent, j'ai remarqué avec le smart money concept, c'est ça qui est assez incroyable. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est un concept. Je pense pas que ce soit vraiment une stratégie en tant que telle. Et surtout, toutes les stratégies pour moi qui sont trop populaires, et c'est pour ça que je me suis refusé d'aller sur les nouvelles stratégies, quand c'est trop populaire, ça perd son edge, ça perd sa valeur. Clairement. Et tu as plutôt envie de faire l'inverse, alors que, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste smart money concept, l'idée c'est de faire l'inverse des particuliers et plutôt d'aller dans le sens des traders institutionnels. Sûr. Et je trouve que ça perd tout son sens. Et ce qu'on a remarqué, c'est incroyable, c'est que les recherches de mots-clés sur le smart money concept, en fait, ils ont explosé il y a 2-3 ans sur Google. Et ça prouve que ces marketing, en fait, c'est des éléments qui existent depuis en fait un certain nombre de temps. Donc toi, tu fais pas du smart money concept. Après, il y a des personnes qui arrivent à faire des choses, j'imagine, assez intéressantes, mais il faut pas utiliser la méthode. Bien sûr, tu peux gagner des trades sur du smart money concept. Après, il faut bien effectivement différencier SMC, ICT. SMC, effectivement, comme tu le dis, c'est plus un concept. ICT, ça se veut plus comme une stratégie. Maintenant, il y a quand même des choses intéressantes dans ICT, notamment les kill zones. Donc le fait vraiment d'avoir des sessions de trading, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, mes sessions de trading maintenant, c'est 15-17. Quand je trade, c'est vraiment, je me donne une période. Si on va être en déplacement, comme là aujourd'hui, ça sera plus 18-20. Je vais trader un petit peu plus après que la machine à laver de l'ouverture américaine a lieu. Donc, il y a certains éléments qui sont intéressants, mais c'est vrai que pour avoir beaucoup échangé avec des traders qui, justement, viennent de ICT, ça a une limite. Limite, et souvent, tu te retrouves en fait à court d'opportunités parce qu'en fait, t'en as pas 15 000 en fait. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir, justement, qui faisaient du smart money concept ou du ICT et qui cherchent d'autres stratégies. Maintenant, c'est aussi un peu le problème des particuliers, je pense, arrête-moi si je me trompe, qui cherchent constamment à passer beaucoup de trades, qui cherchent à cliquer un peu toutes les 2 secondes. En fait, pour moi, il n'y a aucune stratégie qui permet de vraiment trader beaucoup tout en conservant de la qualité, peut-être un peu le scalping, mais le scalping, c'est un peu difficile. D'ailleurs, du coup, quel est ton style de trading que tu pratiques et quel style de trading tu peux recommander à un particulier et aussi le style que tu vas complètement déconseiller à quelqu'un qui se lance en trading? Moi, je fais du day trading actuellement. J'ai un peu tout essayé. Je pense que tout le monde, au bout d'un moment, quand tu as 10 ans derrière les pattes, tu essayes tout. Tu essaies du scalping, du day trading, du swing. Je vais recommander plus du day trading et du swing, forcément, parce que ta probabilité de gain est moins importante. En tout cas, tu n'as pas besoin de surperformer en termes de ratio. Néanmoins, le scalping, c'est ce que je vais vraiment déconseiller dans l'ensemble, même si ça attire. Je vais commencer avec ça. Ça t'attire, tu as plein de trades, c'est chouette. Sauf que derrière, si tu n'as pas 90-95% de probabilité de gain, tu es très vite limité. Tu es très vite limité. Et donc, forcément, ça pose un souci où il faut que tu sois extrêmement compétent. C'est super dur le scalping. Et en fait, moi, on va pas se mentir, quand je travaillais pour un courtier, je vais le citer, Admiral Markets, nous, ce qu'on cherchait, c'était des scalpers. Parce qu'il y a énormément de spreads au final qui sont payés par le client. Parfois, il y a spread plus commission selon la typologie du compte. Et en réalité, du coup, ça génère beaucoup plus de volume, plus de commissions et le courtier, il est content. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été beaucoup mis en avant par les courtiers, notamment le scalping. Mais en fait, on se rend compte que c'est tout sauf un style intéressant. Enfin, selon moi, surtout sur CFD. Les CFD, c'est des produits intéressants, selon moi, en day trading. Mais en scalping, il faut avoir la précision des contrats futurs. Et les mecs qui font du CFD sur du style scalping,
Et encore, ils sont débutants, je trouve ça complètement dingue. Et aujourd'hui, je sais pas toi, sur les clients que tu accompagnes, mais moi j'en ai beaucoup qui ont commencé par le scalping sur CFD. Et c'est juste complètement dingue. D'ailleurs, tu parlais d'intra-scalping. D'ailleurs, je réutilise ce terme. Je me suis un peu approprié ton terme, on va pas se mentir. Explique-nous ce que c'est pour toi de l'intra-scalping. Oui, effectivement, c'est un mot que j'avais entre guillemets inventé pour vraiment désigner le fait que tu n'es pas sur du day trading pur. On va dire les puristes du day trading vont considérer qu'une position, tu la prends à l'ouverture. Elle dure plusieurs heures, puis ensuite tu fermes la position. Le scalping, c'est sur plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et moi, mon style de trading, c'est plus des positions qui vont durer à peu près 15, 20, 30 minutes. 1 heure grand max. Donc du day trading plutôt. Voilà, est-ce que c'est considéré comme du pur day trading? Est-ce que c'est considéré comme du scalping? Je me mets entre les deux, et puis voilà, ça me convient comme ça. Ok, très bien. Alors Manon, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on parle de sujets un peu d'actualité. En l'occurrence, les propres firmes. On en parlait tout à l'heure hors antenne de tout le bazar qu'il y a autour des propres firmes, les propres firmes qui font faillite. Il y a eu Fast Track récemment, Exact. Il y a eu MyForex Fund, il y a des propres firmes qui ont changé leurs règles comme Apex. On a des clients chez Apex, ils faisaient des payouts, ils sont arrêtés. Maintenant, c'est plus possible. Limite, ils doivent filmer leur écran pour justifier leur trade. Enfin, c'est devenu catastrophique. Donne-nous ton avis un peu sur le monde des propres firmes. Moi, je vais être un propre firme, forcément. On en parle souvent justement en off. Les propres firmes, c'est vraiment un levier pour les traders particuliers qui est vraiment impressionnant. Ça te permet donc d'accéder à du capital. Je ne sais pas si tout le monde va savoir ce que c'est exactement, mais ça te permet d'accéder à du capital et pouvoir justement vivre de ton activité, faire un complément, peu importe. Et l'idée justement derrière, c'est de pouvoir... Alors, la vision que j'ai du trading, c'est vraiment d'accumuler le nombre de comptes que tu vas trader en simultané tout en baissant le risque. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un effet de levier quelque part sans danger. Et quand tu regardes aujourd'hui le prix des propres firmes sur Topstep ou sur n'importe quel autre, sur des propres firmes futures, le prix est ridicule. On est sur $50 le compte à 50 000. Donc tu peux accéder à 100 000, 200 000, 300 000 dollars de capital sans avoir non plus le capital qu'il faut de ta trésorerie personnelle. Donc je suis pro-propre firme. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de dérives. On en parlait justement en off. Il y a Fast Track Trading où littéralement Scott, le directeur, est parti avec la caisse. Donc on va le retrouver, Scott, on va le retrouver. Mais il est parti avec 10 millions, dans la poche. Il s'est acheté, on l'a trouvé sur Twitter, de McLaren. Il est où là maintenant? Une Rolex, je ne sais pas du tout. C'est un Américain. Et il est parti du jour au lendemain. Je te disais tout à l'heure, moi j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, ils sont sérieux. C'était une propre firme, donc avec des financements instantanés. Donc tu n'avais pas de challenge. C'était pas très cher. Tout le monde achetait des comptes, une dizaine, une quinzaine. Ça, c'était complètement... Enfin, ça se voyait que c'était complètement con. J'en parlais sur un de mes lives. Il y a un client qui me pose une question. Il me dit, regarde, Fast Track, c'est pas cher, tu as un capital instantané. Nous, on travaille avec une autre propre firme à capital instantané, mais c'était 3 ou 4 fois plus cher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle existe aujourd'hui. Je veux parler, c'est YouFunded. Maintenant, il y a des avantages, des inconvénients. Il n'y a rien de parfait, on va pas se mentir. Mais là, c'était... Je sais même plus si tu as les chiffres, mais pour avoir un capital de 50 000, ça coûtait mais que dalle. En instantané. Automatiquement, on pouvait aussi se douter, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais, que ça allait sauter, qu'il allait partir avec la caisse. Franchement, c'était trop beau pour être vrai. C'était 100, 150 $, le compte à 50 000, quelque chose comme ça. Avec les promotions, bien sûr, qui sont impliquées. Il y a toujours des promotions sur les firmes, c'est Noël avant l'heure à chaque mois. Mais effectivement, il y avait un truc, il y avait un espoir. Et puis sur le Discord, il y avait beaucoup de gros payouts qui sortaient de la propre firme. C'était confirmé par des sites, je pense à Payout Junction, qui te permet de voir justement quelles sont les propres firmes qui payent en temps réel. Et donc c'était confirmé, elles payaient bien. J'en parlais, on a un étudiant qui a validé 15 000 $ de retrait la semaine avant, littéralement, que ça s'est écroulé. Putain, donc il a eu beaucoup de chance. Il a demandé un autre payout de 5 000, ça a été refusé, parce que forcément. Puis en fait sur le Discord tu voyais il y avait tous les canaux, et puis on discutait justement avec mon équipe. C'était en octobre ou en novembre, où on me disait on a des insights que le mec il veut se barrer avec la caisse. Je dis non, mais il est là pour les particuliers, il l'a dit hier qu'il était pour tout le monde. Et puis en fait à chaque minute tu voyais un canal Discord qui se désactivait, jusqu'au moment où en fait tu vois un seul canal, et puis tu vois tu sais que c'est mort de toute façon quand ça commence comme ça. Et le principale difficulté, c'est que justement aux États-Unis, quand tu veux faire quand tu veux bloquer ta carte et donc te faire un retrait, faire un remboursement pour fraude ou quoi que ce soit, eh bien en fait t'as pas besoin de justifier. Donc en fait les mecs qui prenaient 10 comptes à 150 balles, ça leur coûtait 1 500 $.
le salaire là-bas est quand même plus important, donc c'est quand même un investissement. Ils se faisaient refund après. Par contre, ils se faisaient refund, et du coup, la propre firme, bon, on n'oublie pas Je Scott. crois vraiment que c'est ça la narrative. Je suis ça me pas paraît sûr à un peu bizarre 100%, quand même. je pense que Scott, voilà, de ce qu'il a dit, c'est uniquement de ses dires, il avait beaucoup de problèmes, il voulait passer justement à quelques réglementations, ceci, cela. Ouais. Il y a eu beaucoup de difficultés, je pense que les retraits n'ont pas aidé. Donc est-ce que c'était quelqu'un qui avait un bon fond et qui voulait aider justement les traders particuliers, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est plus là. Après, si Donc, tu me dis qu'il est parti, qu'il s'est acheté une McLaren, une Ferrari. Deux. Je pense que. Elles sont très Bon, bonnes. il s'est pas mal débrouillé. Il s'est bien débrouillé, Mais, comme quoi les prop firmes, c'est un très bon business aussi. C'est pas pour rien que ça pousse dans tous les sens. Mais ouais, je crois qu'il y a une propre firme par jour qui se crée, ça doit être quelque chose comme ça, c'est juste incroyable. Et je sais pas toi, tu dois te faire des marchés aussi avec la puissance de ta chaîne YouTube. D'ailleurs, on mettra tous les liens dans la description. Mais moi, je reçois des emails, on me propose des partenariats, on me contacte sur Instagram, sur WhatsApp. Souvent, c'est même des jolies filles maintenant qui ont des comptes certifiés qui te contactent pour démarcher des propres firmes. C'est juste incroyable. Ça se développe de jour en jour. Moi, je pense que les propres firmes sont top parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé le trading, pareil, j'avais pas de cash. Et je vais pas me mentir, j'ai gagné aussi beaucoup d'argent en vendant des services autour du trading, ce qui m'a permis de constituer aussi mon capital. C'est aussi pour ça que je le fais. Mais j'avais pas de cash au tout départ. Donc nous, ce qu'on devait faire, je sais pas si tu l'as fait, on faisait des comptes MAM, des comptes PAM. On avait des comptes master sur MetaTrader. On récupérait des clients. On pouvait dupliquer automatiquement les trades et ouvrir leur compte chez le broker. Le broker, généralement, qui te proposait le compte PAM, le compte MAM, prescription, c'était pas toujours le meilleur broker parce qu'il permettait à des jeunes de 20 ans de faire de la gestion d'actifs, entre guillemets. Bon, on touchait pas l'argent directement, mais après, on avait des... Et donc, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de gagner de l'argent. Aujourd'hui, avec les propres firmes, vous pouvez partir de rien. Si vous êtes bon, c'est bien gérer vos risques. Vous pouvez réussir en trading, même si vous avez zéro capital. Maintenant, il faut surtout pas penser que c'est facile. En vrai, c'est difficile. Les règles, elles se durcissent de plus en plus. Il faut savoir que c'est complètement la jungle. Une propre firme, elle peut exister. Le lendemain, elle peut être fermée. Donc, c'est tout ça, sauf évident. Mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant, tu vois. Totalement. Ouais, ça te permet de faire un effet de levier sur les propres firmes que tu ne retrouves pas sur un capital classique. Ouais. Quand tu vas gérer, moi j'ai 6 comptes, 5 sur TopStep, 1 sur Fidia, je suis en train de faire le transfert chez eux parce que les réglementations, parce que sur certaines propres firmes, on parle de Apex notamment, où ils se sont fait dérober, il me semble que c'était 2 millions, c'était un tiers de ce qu'ils avaient payé jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des bons traders qui ont réussi à tout bouffer, non, quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle des cheaters. Donc les cheaters sur les propres firmes, c'est vraiment des personnes qui vont trouver les failles pour arriver à faire un maximum de retrait et profiter soit d'un bug du système, soit d'un bug de règles. Au moins, ils vont trouver toutes les stratégies pour que vraiment ils puissent retirer un maximum. Mais ça m'étonne pas que ça existait, parce que vu que c'est un nouveau modèle, il y avait forcément des failles, et c'est comme sur le modèle des brokers CFD, où c'était sur du synthétique, sur du dérivé. Moi, quand je travaillais chez Admiral Markets, on avait des personnes qui arrivaient à nous, comment dire, pas essayer de pas être vulgaire, mais qui arrivaient à prendre une bonne partie, je me retiens, vous voyez, qui prenaient une bonne partie de la caisse. En fait, ils profitaient de la différence des cotations qu'on avait sur le DAX, qui cotait la nuit, parce que nous, on avait une cotation 24-24 chez Admiral, ce qui a certains avantages qui limitent les risques de gap, etc. Donc, on gère son risque. Mais à côté, au final, on avait des prix qui se basaient sur les marchés asiatiques et sur le marché interne. Et il y a des mecs qui arrivaient en fait à profiter de ces écarts de prix en jouant d'un côté à l'achat sur un courtier, de l'autre côté à la vente. On avait d'autres clients aussi qui arrivaient à prendre de l'argent, nous, en tant que broker. C'est qu'à la fin de la journée, par exemple le vendredi soir, ils prenaient des grosses positions avec les effets de levier max à l'achat sur un courtier. Et de l'autre côté, effet de levier max, mais dans le sens inverse. Et donc, à l'open, quand il y a un gros taux de cotation, tu as un compte qui est en négatif, sauf que les brokers, avec les réglementations, ont une politique de solde, de non-solde négatif, donc ils te remettent à zéro d'un côté, ben de l'autre, tu as encaissé de l'argent. Et tu as des mecs qui étaient des spécialistes pour ça. Et nous, on avait un listing, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je ne vais pas finir en prison, mais nous, on avait les brokers, on m'attaquait en justice. Et on avait un listing avec des noms de personnes, on devait être vigilant quand ils arrivaient dans le système. Et en fait, du coup, on pouvait refuser des clients parce qu'on savait pertinemment qu'ils étaient là pour nous. Tu avais une blacklist comme au casino, quoi. Ouais, exactement. Incroyable. Mais ces personnes-là, en fait, elles jouent contre nous parce que finalement, ensuite, les restrictions se durcissent. Ouais. On a vu le cas avec Apex, qui était un des top courtiers, même en 2023, début 2024. Tu veux dire propre firme, tu veux dire? Comment? Tu veux dire propre firme? Ouais, propre firme. Ouais. Ils se sont fait prendre 2 millions et puis maintenant, quand tu regardes la réglementation que c'est vraiment, c'est une liste, mais énorme de ce que tu dois faire exactement. Et donc, moi, j'ai l'impression des fois tout est fait pour pas réussir à faire des payouts. C'est un peu ça qui me gêne sur ces propres firmes-là, tu vois. C'est un business, on est bien d'accord, mais modèle, quand tu vois le coût des même $50, bon, c'est pas énorme.
Le frais d'activation, ça a un coût. Sur TopStep, par contre, on parle de $149. Donc, c'est un coût. C'est-à-dire qu'en gros, ton compte à 50 000, si tu le valides, il va te coûter 200 balles. Ouais. T'es pas tout seul à utiliser les TopStep et les PropFirm et compagnie. Donc, effectivement, quand tu as 1000, 2000, 10 000 clients réguliers, ça fait un billet. Donc, effectivement, ils ont tout intérêt à réduire la marge d'acceptation quelque part et faire en sorte, de faire des gros payouts parce que ça fait parler, c'est du marketing, etc. Mais de l'autre, effectivement, la preuve chez Apex, quand on fait des retraits, en général, ce qu'ils te demandent maintenant, c'est des justifications. Ils te demandent même, sur certains, on a eu le cas pour des étudiants, littéralement, ils te demandent de te filmer en train de trader et d'expliquer. Ouais, je sais ce que je disais. En fait, tu passes de trader youtubeur, quoi. Donc, pour le coup, c'est assez particulier. Ça paye quelque part encore, mais c'est extrêmement précis. C'est de plus en plus compliqué. Nous, on a des clients qui avaient fait du Apex. Maintenant, ils sont passés sur TopStep. Mais TopStep, c'est devenu un peu plus complexe. Et maintenant, ils repartent sur FTMO. Alors, FTMO, c'est sur CFD. Ouais. Moi, j'adore les CFD sur des courtiers réglementés parce qu'ils ont des licences qui coûtent une blinde. Ça doit être facile, c'est même des banques. En l'occurrence, on a IG Bank ici, ils font des CFD, c'est une banque. Mais les PropFirm ne sont pas réglementés. Quand ils font du CFD, j'ai un peu du mal. Mais FTMO, tu vois, c'est les leaders quand même. Ils sont en République tchèque, si je dis pas de conneries, à Prague. Et les payouts, ils sont faits. Bon, les règles, elles sont pas si évidentes que ça. Il y a des trucs toujours un peu bizarres, un peu malsains, on va dire. Mais en attendant, une fois que c'est bon, ça paye et t'es sûr d'être payé. Ils se sont même retrouvés sur la liste noire de l'AMF. Et ils ont réussi à sortir de la liste noire de l'AMF. Parce que l'AMF, parfois, ne comprend pas tout sur ces... Ça va aussi très très vite. Ils ont aussi un peu de retard. Mais justement, ça me permet de venir à cette question. Tu penses quoi de l'industrie des PropFirm sur les 5 années à suivre? Tu me parlais encore une fois hors antenne de la réglementation. Est-ce que tu penses que ce serait bien que ça se réglemente? Ou est-ce que tu es plutôt d'avis faut que ça reste un peu souple, sinon ça risque de tuer le modèle? Ça serait bien que ça soit réglementé quand même, pour qu'on évite justement que Scott il achète d'autres McLaren, ça c'est clair. Maintenant, le problème de la réglementation, c'est que ça dépend comment c'est fait. Ça peut être bien fait comme ça peut être mal fait. Donc si effectivement on en parlait justement de peut-être avoir une réglementation spéciale PropFirm, d'avoir un certificat comme pour un courtier CFD comme futur, à la limite pourquoi pas. Et dans ce cas-là, tu sais que si tu vas chez un tel, au moins tu as une garantie, peut-être avoir une garantie de fonds également. Donc pas que ça soit justement tout le temps... Pas un mec qui crée sa propre firme avec 2000 balles de capital. C'est ça. Que les gains en fait ne se financent pas forcément par les pertes des tests qui sont validés. Mais ça, c'est pas possible, on va pas se mentir. Sur le long terme, non. Mais au moins d'avoir un fonds de roulement où quand même tu sais que le payout il est garanti. Donc ça serait bien. Et éventuellement d'avoir une sorte de tierce personne, qui serait un courtier, qui serait une entreprise, qui maintient une partie des fonds pour que le mec puisse pas partir avec la caisse. Qui va garantir que si tu as un payout, tu es dans tous les cas payé, et pas que tu aies à attendre 2 semaines et puis qu'au bout de 2 semaines on te dit en fait non, c'est pas possible d'avoir un retrait. Ouais, je pense que ça a un peu du sens si c'est des réglementations un peu relativement souples, que ce soit pas contraignant pour le trader, parce que moi l'impression que j'ai en Europe, et j'ai fait une vidéo qui a cartonné sur YouTube, vidéo tournée vraiment pour le coup sans prise de tête, a vachement bien marché, comme quoi des fois faut pas se prendre la tête. Là on va être en studio, là ça va pas marcher. Là c'est différent, on n'a pas le même matériel que chez nous. Et je disais voilà, en Europe j'ai l'impression qu'ils veulent que les particuliers arrêtent de faire du trading, parce qu'on sait il y a quand même beaucoup de personnes qui perdent. Maintenant pour moi le trading ça reste un métier. Si à partir du moment où tu fais pas n'importe quoi, tu as une gestion du risque, c'est sur les bons produits, tu vois ça comme un métier, je trouve que c'est intéressant, et j'ai l'impression qu'on est en train de freiner ça. Et c'est pour ça que je suis jamais trop fan des réglementations quand c'est too much. Là, sur les PropFirm, c'est vrai que c'est un peu trop la jungle, mais j'ai pas envie que ça se durcisse, au final, que ça soit super difficile pour un particulier d'accéder à une PropFirm. Comme aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à un particulier d'accéder à une plateforme de trading. Tu sais, il y a un profiling qui est fait, c'est-à-dire qu'il faut remplir un formulaire. Justement, le broker, après, sait à qui on a affaire sur le client qui ouvre le compte. S'il n'y a pas d'activité maintenant en Union européenne, c'est-à-dire que le courtier va renvoyer les fonds vers la banque qui a fait le dépôt. Il y a plein de contraintes, c'est devenu une catastrophe. Et moi, je ne suis pas fan vraiment de ça. Et c'est ça qui me fait un peu peur s'il y a une réglementation sur les PropFirm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de clients, je ne sais pas si tu peux nous donner un avis là-dessus, je ne sais pas si c'est le cas, moi, qui partent sur des brokers offshore. Ce n'est pas du tout ce que je recommande, parce que je trouve ça dommage de faire ça, mais est-ce que tu as été confronté un peu à ça? Est-ce que toi d'ailleurs tu as tradé avec des brokers offshore ou pas du tout? Honnêtement, non. Non, honnêtement, non. Parce que, en fait, pour moi, si tu vas chercher un broker offshore, c'est que tu cherches quand même un levier quand même plus important. Et donc, déjà, tu as un trading de pas top, quoi. Exactement. Tu cherches un peu plus du casino, tu cherches un peu de l'adrénaline que vraiment d'en faire un métier, un vrai complément. Et donc, on parle de réglementation. Moi, je pense à l'USMA,
Je pense que c'était en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement c'était La quand. baisse des leviers? C'est sur la baisse de levier. Ouais, on est en août passé 2018. C'était. à 1 sur 50 ou 1 sur 20, je sais plus exactement. Ça a fait un choc un peu dans le monde du trading. Et pourtant, Ouais. aujourd'hui, quelque part, Dieu merci qu'on ait ça, parce qu'en fait, à l'époque, tu pouvais cramer ton compte à la vitesse de l'éclair. Ouais, mais moi je suis pas, Toujours je suis le pas faire. d'accord. Tu vois, je suis pas Mais- d'accord avec toi sur ce niveau-là. Je trouve ça dommage d'avoir baissé les leviers. Si les gens pour moi doivent être plus responsables. Tu vois, par exemple, ici C'est on est vrai. en Suisse. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus souple. Bon, ça reste quand même sérieux parce que c'est des banques. C'est quand même des banques. Oui. Mais tu vas chez IG Bank, tu as un effet de levier jusqu'à 200, je crois, ou 500. En fait, il n'y a pas de limitation, c'est le broker qui décide. Maintenant, le client, c'est à lui de faire attention. Et je trouve ça nul, la surprotection qu'on a en Union européenne. Mais que ça soit pour le trading ou pour tout et n'importe quoi. Ah, bah ça. Enfin, tu vois, C'est un autre débat, effectivement. t'as vu et- Julien Tanti, l'influenceur, tu le connais? Non. C'est Oh, un peut-être influenceur juste de tête. qui a fait de la télé, je te montrerai après, qui a fait de la Ah oui, télé-réalité. oui. Il a dû poster un truc sur son Instagram parce Ouais. qu'il avait redirigé vers un courtier. Bon, il est super connu. Il a dû poster un truc de la DGCRF, ou je sais plus comment Ok. ça s'appelle, comme quoi le trading c'était risqué, etc. Bon, après, lui, c'est Ouais. des signaux de trading d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses des signaux de trading? Ça permet de faire la bonne Rien de bon, transition. Rien de bon, ouais, rien de bon. Toi qui as passé du temps à Dubaï. Rien de bon. Je connais personne qui est rentable avec ça, donc Pas un, faut même pas qu'on un. m'explique. Faut vraiment qu'on m'explique pourquoi. Mais après, je comprends hein, l'idée du signal trading, c'est que bah, tu prends, on va dire, les signaux trading. L'avantage, c'est que tu mets un premier pas dans le trading, tu découvres. Et j'ai bien dit, c'est le seul avantage. Maintenant, après, quand tu enchaînes les signaux, tu te rends compte de bah, le temps que tu copies le trade, c'est déjà trop tard. Ouais. Ça t'apprend rien. Je pense que tu connais la citation, je ne vais pas la reciter, mais c'est t'apprends un homme à pêcher un poisson, il mangera tous les jours, tu lui donnes un poisson aujourd'hui, bah, il plongera juste aujourd'hui. Ouais. Les signaux, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait, ça t'apprend pas grand-chose. Et bah, généralement, tu prends, allez, peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant de te rendre compte que ça va pas t'amener bien loin, quoi. Et en fait, il faut Ouais. surtout voir qui les partage. Ouais, et puis C'est rarement des personnes qui sont vraiment Ouais. je veux dire, ancrées dans le milieu, qui savent comment trader, qui ont déjà une expertise. C'est un business, quoi. C'est un Généralement, business. quand ça vient d'un influenceur, tu sais C'est exactement c'est un business. à quoi ça sert, quoi. Mais le vrai problème, surtout des signaux, là, tels quels comme tu les présentes, encore une fois, surtout à Dubaï, c'est qu'ils te redirigent vers des courtiers qui sont horribles. Là, pour le coup, il n'y a pas de réglementation du tout, donc il y a des effets de levier. Et même pour ouvrir le compte, ça se fait en 3 clics, tu fais ton dépôt 15 minutes après avoir ouvert ton compte. Alors que tu passes par un courtier réglementé, tu prends au moins 48 à 72 heures. Ouais. Le combo de l'arnaque, c'est Telegram plus signaux trading. Ça, tu sais que t'as Plus broker offshore. plus broker offshore. T'as Et- vraiment la triplette qui est parfaite pour T'es- savoir que t'es pas au bon endroit. Je veux dire, même si ton trading, même si les signaux sont bons, tu n'as aucune garantie sur les retraits, que tu peux faire des retraits correctement, tu n'as aucune garantie sur les conditions de trading. Ouais. Et puis comme tu dis, surtout le vrai problème, c'est que tu n'apprends pas grand-chose en fait quand tu fais des signaux. Encore, s'il y a des signaux, tu vois, sur certains produits, il y en a qui sont pas mal, tu vois. Trading Central, par exemple, je sais pas si tu connais, ils font des signaux d'une certaine manière, mais tu as le côté pédagogique, tu vois, tu as l'analyse, etc. C'est ça. Et, Ouais, et c'est je trouve que là, pour le coup, ça a vraiment plus d'intérêt. En fait, limite, faut distinguer les signaux de trading avec les alertes, si on veut être vraiment encore plus précis, ou Ouais. une alerte à la limite. Ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire. On a une alerte sur une analyse technique, il y a ceci, Oui, mais il y a le une côté zone de pédagogique, prix. du coup. Voilà, c'est ça, il y a une C'est zone pas- de ça vient prix, pas comme ça, il y a gagne un de l'argent retournement ton portable. potentiel sur etc. Mais pas tu dois acheter à tel moment, à la seconde près, TP, SL, à tel niveau. Là, on est vraiment dans je te prends par la main et je sais même pas où je vais en fait. Donc non, encore une fois, je sais pas si c'est ton cas, mais je connais personne qui arrive à faire quelque chose avec les signaux. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, et après... Ben, j'en ai vu, je vais être sincère, j'en ai vu quand je travaillais pour un courtier, parce qu'on avait beaucoup Ok. de clients, et nous on avait des affiliés qui fournissaient des signaux de trading, notamment un mec qui fournissait des signaux de trading, je ne vais pas citer son nom, et gagnait 70 000 $, environ, je sais plus les 70 chiffres, pour les Français. hein. 70. Tu penses qu'ils vont pas comprendre? Non, je pense pas. C'est Enfin, compliqué. je sais pas, mais tu sais qu'en Bon, général... dans le doute. Et il gagnait à peu près 70 000 $ Wow. par mois, le mec, en apportant des clients. Et lui, c'est des signaux de trading. Je ne vais pas citer qui c'est, mais c'est un mec au Mexique, qui est au final un assez bon businessman d'une certaine manière. Et malgré tout, il y avait des personnes, quand ils géraient bien le risque, ils arrivaient à tenir leur compte quand même un certain nombre de temps. Mais après dure voilà, combien toujours de pareil, quand tu es débutant, tu n'es pas formé, tu peux vite faire une erreur, tu mets le mauvais lot, tu te fais avoir sur un gap, sur un Ouais. overweek, Mais ça a sur un duré truc. combien de temps, du coup, ces perfs à lui? En soi, ces trades n'étaient pas horribles, sincèrement, on les avait analysés. Mais même si les signaux sont bons, c'est ça que j'essaie d'expliquer, si tu n'as pas le côté pédagogique derrière, à un moment donné ou à un autre, tu vas te faire allumer. Ouais.
C'est ça, en fait, le vrai problème. Par contre, ce que je trouve positif là-dedans, c'est que ça permet à des personnes de découvrir le trading et après de faire les choses sérieusement. Donc moi, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai des clients qui viennent me voir et voilà, j'ai fait ça, c'est une connerie, ça marche pas, mais ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre. Donc, comme ça permet de mettre une petite touche de positif. En tout cas, merci pour ton avis. Maintenant, je voudrais te parler d'un autre sujet lié un petit peu au trading, peut-être un tout petit peu moins. Pourquoi est-ce que tu as fui la France? Pourquoi tu as pris tes valises? Que tu étais recherché? La question, c'est pourquoi ne pas le faire, surtout. Ouais, j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de traders particuliers. Je fais beaucoup de coaching personnel. Et puis, la première question en général, c'est quoi ton objectif? D'où tu m'appelles? Puis en général, c'est juste, je veux faire de l'argent et je veux partir, m'expatrier quelque part d'autre. Ouais. Donc, effectivement, bon, je vais pas refaire toute l'actualité politique, économique, etc. Je pense qu'on a un très beau pays, c'est magnifique, mais qui est dans une situation de plus en plus catastrophique. Tout le monde commence cette phrase, on a un très beau pays qui est magnifique. Non, mais c'est vrai, en termes de paysage, il y a tout pour réussir. C'est ça qui fait chier. Il y a tout pour réussir, ça marche pas. Les personnes qui quittent la France, tu as deux avis sur les personnes qui quittent la France. Soit, effectivement, tu es un traître à la patrie, et donc, effectivement, tu pars pour les impôts, ou soit, en fait, c'est le meilleur move que tu peux faire, parce qu'en fait, si tout le monde se barre, à un moment donné, ils vont potentiellement cogiter et se dire, mais peut-être qu'on devrait faire le chemin retour. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis parti. Première raison, la Suisse, magnifique pays. Gens super bien éduqués, propreté, tout ça, civilité, incroyable. Il y a des défauts, évidemment. Mais comme partout, pays, c'est pas parfait. Et de deux, ma femme est suisse, donc ça aide aussi. Donc, j'ai décidé de sauter le pas. Les montagnes aussi, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pas spécialement pour les impôts, parce qu'au final, tu payes toujours des impôts en Suisse. C'est pas un Eldorado. Dubaï, ça l'est beaucoup plus. Donc, forcément, tu veux vraiment gratter un max d'impôts, tu vas à Dubaï, quoi. Donc, je vais te dire, rester en Europe, vraiment l'état d'esprit, la manière de vivre. C'est ça l'avantage de la Suisse, c'est que tu es en plein cœur de l'Europe, sans être dans l'Union européenne, avec toutes les contraintes. Pour moi, il y a des contraintes à être dans l'Union européenne. Tu as des banques en Suisse qui sont solides. Tu n'as pas d'impôt sur la plus-value en bourse à partir du moment où c'est en retail et que ce n'est pas des revenus considérés comme professionnels. Donc ça peut être bien pour un mec qui bosse ici, qui fait un peu de trading hors dividende, vraiment juste du trading, de pouvoir se constituer un compte. Maintenant, ça, c'est propre à chacun, différentes règles. Il y a différents cantons aussi. On peut optimiser, par exemple, avoir une boîte ou une holding à Zouk, qui a quand même un IS qui est aux alentours de 12%. Donc c'est quand même ultra compétitif. Encore une fois, on est en Europe. On prend un avion. En 1 heure, on est à Barcelone. En 1 heure, on est à Londres. En 1 heure, on est à Prague. Je trouve ça incroyable, c'est ce que t'as pas à Dubaï, tu vois. Alors Dubaï, par contre, il y a plein d'avantages aussi, c'est la sécurité, etc. Mais je trouve que pour le trading, c'est un environnement qui est incroyable. Et moi, je me suis installé là, en fait, parce que j'étais pas loin j'habitais à Annecy, donc t'as vécu à Annecy d'ailleurs. C'est magnifique. C'est une belle ville aussi. Sur Annecy, c'est incroyable comme ville. C'est magnifique. Donc j'étais pas loin, donc je me suis installé à Genève. J'ai créé ma société ici, et en fait, il y a vraiment un vrai ADN conseil en investissement financier. Finance marché, trading de matières premières. Donc c'est la première place d'ailleurs de trading de matières premières au monde, Genève. Okay. Donc c'est quand même une belle place et du coup c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'infrastructures, encore une fois, des bonnes banques, même pour trader directement. Je reprenais l'exemple d'IG Bank avec qui on travaille. Bon, ça c'est accessible à des retail. Bon, il n'y a pas de limitation sur l'effet de levier, c'est plus souple. C'est ça aussi que j'aime, tu vois. Donc c'est cette souplesse-là. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui veulent s'installer en Suisse, que je ne sais pas si tu reçois des questions, moi j'ai de plus en plus de clients, ils me disent j'en ai marre de la France, l'insécurité, je me suis fait voler, mais c'est une réalité. Je me suis fait voler, j'ai eu ci, j'ai eu ça, encore mes impôts ils ont augmenté, j'en peux plus, ils pètent des câbles. Et ils me contactent, ils disent comment je fais pour m'expatrier en Suisse. Et ils me demandent justement si c'est intéressant pour le trading. Maintenant, voilà, si tu es en Suisse, c'est que tu dois quand même aimer le pays, tu dois être prêt à t'intégrer, faut pas y aller juste pour côté fiscal, parce que quand même ça coûte cher, la nourriture coûte cher. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas comme si, tu vois. C'est pas comme si tu pouvais facilement venir ici, dans le sens où si tu as moins de 5000 de salaire mensuel, j'ai l'impression que c'est compliqué en solo. Quand tu vois, c'est 3005, 4000. T'es mort si tu gagnes ça. C'est compliqué. Donc, il faut que tu génères déjà assez d'argent dans ton trading pour venir ici. Et si tu es à 4000 pile poil, le trading, il n'y a rien de régulier là-dedans. Donc, effectivement, ça va être compliqué. Donc, ça dépend où en Suisse aussi. Tu vois, dans le Valais, c'est quand même moins cher. Mais ça dépend. Lausanne, je pense que la plupart des particuliers, quand ils commencent à faire de l'argent en ligne, ça va être la destination numéro 1, ça va être la Thaïlande.
pour le coût de la vie. Pour 500, 600 euros, tu as un appartement, tu as toutes les facilités, c'est incroyable. Et puis après, Dubaï, forcément, puisque tu as 0%, 9% au-dessus des. Ouais, mais ça, c'est sur les sociétés. Et puis de toute façon, tu n'as pas de charge sur les salaires. Donc les mecs, ils gardent des salaires de dingue. Et donc, au final, ils ont un impôt effectif qui est vraiment extrêmement faible. Tu peux contourner les 9% d'aujourd'hui. Il y a toujours. Puis après, même, tu peux faire des montages. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc on va dire, c'est le coût de la vie à Dubaï est quand même. Donc toi, tu recommandes Thaïlande, Suisse potentiellement si ceux qui ont un peu de cash, et Dubaï pour le trading. Tu as d'autres juridictions qui pourraient être intéressantes selon toi pour le trading? Ouais, t'en as en Europe, je pense l'Estonie par exemple. Ouais. T'as Panama aussi, mais après l'expatriation c'est pas que de l'impôt, il faut aussi que t'aimes. Ouais. Si tu vas que pour le côté fiscal, c'est ça. Si je voulais vraiment pas d'impôt, je serais allé à Dubaï. T'as vécu combien de temps là-bas toi? 8 ans. 8 ans. J'ai grandi là-bas. Et du coup, comme je disais, j'ai fait l'inverse. Je suis parti quand tout le monde venait, je suis venu ici quand tout le monde part. Donc je connais bien la ville. C'est un peu mon deuxième endroit quelque part. Toi, il n'y avait pas de building, il n'y avait pas beaucoup de building quand tu y étais. C'était beaucoup de sable à l'époque. C'était beaucoup de sable. Mais ça a grandi. Et puis à chaque fois, j'y vais peut-être une fois tous les 2 ans. Chaque fois que tu y vas, tu as toujours 50 bâtiments qu'on pop comme ça du sable d'un jour ou l'autre. Donc c'est une question quand même que je me pose. Est-ce que tu restes, est-ce que tu pars, mais je suis quand même bien attaché. Ouais, si la fiscalité, honnêtement, je dis sincèrement, si la fiscalité elle grimpe en Suisse, je pense que je quitte la Suisse. J'adore la Suisse, il y a plein d'avantages. Maintenant, on va pas se mentir, c'est une question de compétitivité. Ouais. Si je dois travailler, je dois faire 2 fois plus de performances pour gagner de l'argent par rapport à un mec qui est à Hong Kong, parce que je suis une entreprise à Hong Kong, je connais bien cette juridiction, potentiellement je m'expatrierai à Hong Kong, tu vois, ou ailleurs. Donc il y a toujours cette question de compétitivité, mais pour l'instant ça reste quand même intéressant, et en Suisse c'est une démocratie directe, donc je vois mal la Suisse glisser au point de la France. Et c'est vraiment un pays qui est incroyable, ça me ferait mal au cœur de le quitter, mais à partir du moment, tu vois, où ailleurs c'est beaucoup plus compétitif, à un moment donné on doit tous manger, et le trading c'est pas si facile, il faut penser à ces gains nets qu'on a derrière. C'est ça que les gens comprennent pas. J'ai gagné tant, ouais, mais si derrière tu te fais taxer X%, plus ci, plus ça, plus le coût de la vie, au final, comme tu dis, la Thaïlande c'est peut-être une meilleure option. Mais ça doit pas être que le côté fiscal. Vraiment aussi aimer là où vous êtes. Au-delà de ça, il y a aussi plein de paramètres qu'on prend pas forcément en compte. Si tu es un jeune qui a 20 ans, 21, oui, tu peux aller en Thaïlande, il n'y a pas de souci, ou même à Dubaï. Ouais. Maintenant, si après tu as une vision, par exemple, si tu veux créer une famille, si tu as une femme, si tu as déjà des enfants, penser à l'éducation, dans quelle école. Tu vas à Dubaï, l'école, ça coûte horriblement cher. L'éducation est de bonne qualité, mais c'est un coût vraiment significatif. Swiss School of Dubai. Swiss School of Dubai, par exemple. Je ne sais pas, si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois aussi faire en sorte que ta banque te fasse confiance et jouer justement sur l'intérêt sur du long terme. Donc en fait, ça dépend vraiment de ta vision de où tu dois être. Ouais. Et là, pour le coup, moi, en Suisse, ça correspond beaucoup à ma vision de se poser, de faire des enfants dans quelques années, d'investir en immobilier. Et puis, voilà, encore une fois, c'est une stratégie sur du long terme. Je comprends. Puis comme tu disais, ça fait bientôt 12 ans que tu fais ça. Donc aujourd'hui, tu as quand même du cash, tu es très bon en trading. Donc tu n'es plus un nouveau qui doit se faire, qui doit générer du cash. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui ont fait de l'argent et après, ils viennent en Suisse à un certain moment de leur vie. Ils ont fait leur argent avant. Ouais, c'est ça. C'est plus après, limite, pas à la retraite, mais on va dire quand tu es entre guillemets en fin de carrière où c'est quand même beaucoup plus posé. Maintenant, si tu es un jeune, désolé pour les Suisses, mais frontalier, c'est parfait. Ça, ouais, non, moi j'aime pas. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui peuvent mettre de côté 1 500, 2 000 euros de côté tous les mois, investir dans du trading, dans l'immobilier, etc. Maintenant, encore une fois, ça dépend de ta stratégie. Tout ce qu'il faut, c'est une vision claire de qu'est-ce que tu veux faire dans 2-3 ans. Pas besoin de savoir dans 20 ans qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu as envie de faire de ton cash là dans les 5 prochaines années et axer tout ce que tu vas faire en termes d'action pour viser ça, quoi. Ok. Merci Ibrahim pour ta réponse par rapport à la Suisse, très claire et différentes du coup juridictions qui peuvent être intéressantes. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu es tombé dans le trading. Tu n'en as pas vraiment parlé. Comment tu es arrivé à dire je vais faire du trading Explique-nous un peu ça. Franchement, j'étais gosse, j'avais 13 ans. Je regarde un reportage à la télé d'un trader à New York. Tu te dis, waouh, ça doit être trop bien. Avec tous les écrans. Avec les écrans, la belle voiture qui va avec, le beau costard. Tu te dis, waouh, ça c'est inspirant. Et puis, je pense qu'on a tous un peu attiré des fois par des choses un peu complexes. Quand tu comprends pas quelque chose, tu te dis, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux faire là-dedans. Et
Étant à l'école jusqu'à 17 ans, j'étais quelqu'un qui m'ennuyait énormément à l'école. J'attendais vraiment, à l'époque c'était première économie, j'attendais, je me suis dit, allez en économie on va apprendre à faire du business, à faire du trading, et puis en fait tu te rends compte que tu n'apprends rien du tout, tu apprends juste de la théorie finalement. C'est ça qui est grave d'ailleurs. C'est grave. Donc je suis parti voir mon prof, je lui ai dit, mais ça m'intéresse en fait le trading, qu'est-ce que vous en pensez? Et limite il m'a crié dessus, non c'est n'importe quoi, c'est dangereux, c'est risqué. Je me suis dit, ok. Et puis en France il y a une mauvaise image aussi le trading. Il y a une très mauvaise image. Surtout celui qui fait du trading de matière première. Après, sur le blé ou sur le café, t'es un monstre. Hein. Après, on n'est pas aidé non plus. Comme on disait sur les signaux machin, on n'est pas aidé non plus. C'est sûr que tu vas avoir 95% de mecs qui sont là vraiment pour juste profiter, surfer sur la vague. Genre, je pense que toi aussi, tu te balades sur Instagram, tu vois des pubs, c'est horrible. Mais vraiment, il y a des pubs. Il y a un starter pack que tu peux identifier en général sur la qualité de la pub. Si c'est des lunettes d'une forme particulière, d'une teinte particulière, un chapeau Gucci, tout ce que tu veux. En général, tu sais que. Après, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais comme je te dis, d'une certaine manière, il m'apporte des clients. Dans un second temps, ils ouvrent la porte à d'autres personnes qui viennent. Je pense que. Pareil, toi aussi. T'as jamais suivi de signaux quand ça n'existait pas quand on a commencé. Ça m'a jamais attiré. Non, mais au tout départ, il y a 12 ans en arrière, ça n'existait pas. Au tout début, je suis pas sûr que ça existait. Ou c'était par SMS, mais c'était genre Jean-Louis Cussac ou des mecs comme ça qui fournissaient des signaux. Non, mais en fait, peut-être, Dieu merci, j'avais pas de cash aussi à investir. Donc, quelque part, en fait, peut-être à un moment donné, ça m'a attiré parce que tu penses que c'est ça qui va te faire de l'argent sur les marchés. Mais encore une fois. Quand tu peux pas investir même 100 euros, tu as 17 ans, c'est compliqué d'investir 100 euros dans des signaux. En plus, il faut le capital. Donc, si tu n'as pas le capital, ça sert à rien. C'est vite compliqué. Et tes parents, comment ils l'ont pris? Tu t'es lancé dans le trading, tu leur as dit quoi? Tu leur as dit, voilà, je vais me lancer dans le trading, ils sont foutus de ta gueule ou ils t'ont dit, ah super? Non, mais j'ai eu la chance, pour le coup, j'ai eu de la chance que ma mère soit assez compatissante là-dessus. Elle me voit, si tu veux, je vais faire une Oussama Ammar pour le coup, mais c'est vrai que depuis 13-14 ans, je faisais déjà un petit peu d'argent à droite à gauche. Je me rappelle que j'achetais des bonbons à tu les revendais, tu sais, un bénéfice. Je vendais ça, je faisais 5 centimes de marge par jour. Franchement, quand t'as 14 ans, tu te dis, t'es le roi du lycée, t'es le roi du collège même. Et on va dire qu'il y a déjà 15-16 ans, je m'achetais mes propres kebabs tout seul. Donc c'était une fierté déjà, tu vois. Donc je faisais déjà un petit peu de choses avant de me lancer dans le trading. Il y avait donc tu avais déjà la fibre un peu entrepreneuriale. Je voulais me lancer dans plusieurs activités. J'avais lancé un site où on vendait des coques de téléphone. C'était vraiment la mode à l'époque. Maintenant c'est tellement banal. Maintenant t'as AliExpress. Exactement, je vendais rien du tout. Mais j'achetais sur AliExpress à l'époque. À l'époque même c'était Alibaba pour le coup. C'est le plus gros fournisseur. AliExpress c'est plus pour les particuliers. J'achetais même, faut pas le dire, mais des casques Beats. Tu sais, les faux casques Beats et tout. Je l'ai revendu à Pikachu. Ça cartonnait à l'époque. Je l'ai revendu à Pikachu. Comme ils copiaient les numéros de série, ils étaient incapables de définir si c'est un vrai ou un faux. Ils sont tellement forts qu'en fait, ils arrivent vraiment à faire des copies. Je me suis lancé à un moment donné aussi, je voulais être joueur professionnel. Donc j'étais bon à Call of. Je me suis dit, bon, allez, je vais gagner ma vie en jouant. Tu sais, les tournois, c'était vers 20h, 21h. Donc en fait, ma mère, elle voit ça, elle dit, bon, t'as pas quitté l'école, parce qu'au bout d'un moment, j'ai quitté l'école. Je me suis dit, bon, je suis capable de faire même 100 euros par-ci, par-là. Je pense que je suis capable de faire quelque chose par moi-même. Donc j'ai quitté l'école, j'ai cherché un peu la voie qu'il faut pour faire de l'argent, être en autonomie, être indépendant. Et puis ma mère, en voyant ça, forcément, elle se dit, bon, t'as pas quitté l'école pour jouer aux jeux vidéo. À l'époque, la scène compétitive de l'e-sport, donc du sport en ligne, était vraiment très très petite. T'as pas aujourd'hui les grands qu'on connaît, je sais pas si ça te parle, Gotaga. Je l'ai vu avec Squeezie, je crois. Voilà, bon, c'est des grands. Aujourd'hui, c'est des piliers du gaming. Lui, c'est un PGM. À l'époque, à l'époque, pour le coup, tu gagnais pas ta vie avec ça. Tu gagnais sûrement des petits cachets de quelques centaines, quelques milliers d'euros. Mais comme tu avais un tournoi tous les 4 matins, c'était beaucoup plus compliqué. Donc de fil en aiguille, en fait, je suis rentré, je me suis dit, tiens, en fait, je me rappelle du trading, à 13 ans, j'avais ça et tout. Je me suis remis dedans. Et dans ta tête, tu t'es dit, c'est méga rémunérateur. Souvent, c'est aussi ça le déclencheur, on va pas se mentir. En fait, ça coche toutes les cases. Le trading, ça coche toutes les cases. Tu es indépendant, tu n'as pas de patron. Là, aujourd'hui, encore mieux, tu n'as pas besoin d'un gros capital et tu peux vraiment réussir par toi-même. Que tu sois formé ou pas, parce que nous, on vend aussi des produits en ligne, que tu sois formé ou pas, tu peux y arriver via le contenu que tu vois sur YouTube. Aujourd'hui, il existe tellement de vidéos. Après, c'est un peu le risque aussi, c'est qu'il y a à boire et à manger sur YouTube. Et moi, j'ai des clients, David d'ailleurs, si tu nous regardes, je te fais un clin d'œil, mais c'est loin d'être le seul qui change de stratégie très régulièrement parce qu'il y a tellement de formateurs, tellement de contenu gratuit sur YouTube, des bouquins, les sites, qui disent l'inverse et son contraire. Donc c'est difficile. C'est pour ça que c'est bien de faire une formation. Et si vous faites une formation, en fait, faites pas 10 milliards de formations non plus. Exactement. Et faites confiance. Vous voyez, ça marche pas.
Mais si vous allez dans tous les sens, c'est un peu le risque, quoi. Quand tu achètes une formation, tu achètes du temps. Ni plus ni moins. Tu achètes des heures que quelqu'un a fait pour toi. Tu achètes un retour d'expérience que tu vas peut-être même des années à avoir sur les marchés. Donc, oui, encore une fois, pareil pour les signaux, tu as beaucoup de formations qui ne valent pas forcément trop la peine. Des formations qui sont à des prix. Après, ça dépend les prix. Si tu dépenses $200 dans une formation, ça ne va pas te tuer, même si elle n'est pas top. Exactement. Et en même temps, ce n'est pas généralement ça qui va vraiment te permettre de vraiment construire une stratégie, d'être rentable sur les marchés sur le long terme. Donc, tu achètes du temps. Je suis d'accord. Et donc, à partir de là, je m'y suis mis sérieusement. Je me rappelle que la première fois, j'ai commencé avec 300 € de capital. J'ai doublé ça en 1 heure. Je suis devenu complètement fou. En même temps, c'était un trade. C'était soit je doublais mon capital sur le trade, soit je sortais en slip de la maison. Donc, je crois on est tous passés par là. C'est-à-dire au début, moi je gagnais 200 € par jour. C'était avec je vais pas le citer, mon broker à 2 lettres. En fait, je pourrais le citer. Je crois que c'était avec IG. Parce qu'IG, ça fait près de 50 ans qu'ils existent. Moi j'avais un compte chez eux. D'ailleurs, les équipes d'IG, vous pouvez retourner sur ces historiques-là. J'ai gagné 100 ou 150 $ ou euros par jour avec un compte de 500 ou 600. Et j'ai tenu ça pendant une semaine. Et à ce moment-là, je dis c'est bon, j'ai tout compris. Mais exactement et après, je me suis pris tellement une grosse claque. Mais vraiment, ça m'avait pas déprimé. Mais au final, c'est pas si simple que ça, quoi. Tu te rends compte que là, c'était du casino ce que je faisais. Je me rappelle exactement. J'avais pris 3 trades, j'avais fait 100% 1 heure. Je suis littéralement sorti de chez moi. J'ai fait une balade. Je fais jamais de balade à l'époque. On peut pas me parler de balade. Moi, je trade, je suis devant l'écran. Puis je me dis, là, ma vie, elle va changer. Ouais, mais c'est exactement ce que je m'étais dit. J'avais littéralement imprimé une photo d'une Porsche, tu sais, que j'avais mise sur mon bureau. Je me dis, normalement, selon mes calculs, je passe de 300 à 20 000 en un mois et je vais me la payer. Et en fait, littéralement, le soir même, j'ai tout perdu. C'est que j'ai remis en jeu mes 600. J'étais mais c'est ça, j'étais à rien. Tu faisais du all-in, quoi. C'est comme du casino. Je me rappelle, j'étais sur l'euro-yen à l'époque. Depuis, je suis maintenant sur le trading des indices, sur le S&P 500. Plus de forex du tout ? Plus du tout de forex. Je me rappelle que vraiment, littéralement, je me suis dit, ça va changer ma vie. J'ai quasiment fait nuit blanche parce qu'en fait, j'étais en position toute la nuit. Et vraiment, le matin, j'ai dû dormir 1 heure ou 2. J'avais une petite larme nerveuse parce qu'en fait, il y avait 0 sur le compte. Mais j'étais peut-être à l'époque Forex, donc 3-4 pips, de passer de 600 à 2000. Je me dis, merde, ok, c'est peut-être pas ça le trading en fait. À partir du moment où tu fais des gains trop importants, tu sais qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est que ta gestion de risque est catastrophique. J'ai pris une pause d'au moins 3-4 mois pour m'en remettre. Vraiment, j'ai pris au moins une pause de 3-4 mois pour m'en remettre. Et c'est là où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui manque dans ma stratégie de trading ? La gestion du risque. C'était pas compliqué, tout, vraiment. Il y avait absolument tout qui manquait. J'avais pas de gestion de risque, j'avais pas d'analyse technique, j'avais pas d'analyse fondamentale, j'avais pas de stratégie, j'avais rien du tout. Mais c'est comme ça qu'on commençait. Puis toi, quand tu as commencé, tu n'avais pas aussi autant de contenu qu'il y a maintenant. Parce que toi, ta chaîne YouTube, moi, c'est aussi un peu comme ça que je t'ai connu. T'avais explosé, mais c'était un truc de dingue sur YouTube. Parce que t'étais aussi un des premiers. Je crois que t'avais Vidéo Bourse, Fabien Labrousse qui avait aussi sa chaîne. Même avant encore. T'as mis Cabage, qui était vraiment le pilier. T'as mis Cabage, mais à un certain moment donné, t'avais plus d'abonnés que lui, si j'ai pas de conneries. Oh non. Non, il était avant toi quand même. Ah oui, non, il est vraiment pionnier du milieu. Et c'est vrai que j'en ai regardé. Il a apporté pas mal de choses, mine de rien, à l'industrie. Il est très très bon. Je me rappelle même avoir justement regardé ses vidéos au début. Et je pouvais largement pas me permettre une formation chez lui. Donc, parce que c'était très très cher à l'époque. Après, il a un peu arrêté le trading, plus sur le côté investissement, swing trading. Il me semble qu'il fait plus du swing, investissement long terme, même des options, si j'ai cru comprendre. Ouais, il s'est mis récemment aux options. Moi, les options, je suis pas fan des options. Je trouve ça très dangereux pour les particuliers, surtout la vente d'options. Je connais assez bien les options, mais l'enseigner, je trouve ça trop dangereux. Parce que tu as des pertes potentiellement limitées sur la vente d'options. Mais c'est pas un domaine sur lequel je me suis encore appuyé. J'aimerais bien juste découvrir quand même. Mais de ce que je comprends, il faut un capital quand même assez important. Par contre, c'est une bonne stratégie de couverture si tu veux vraiment, encore une fois, trader avec ton compte propre. Faire du futur et de l'option. Comme c'est plus mon cas, ça n'a plus vraiment trop d'intérêt en fait. Ouais, sachant que toi, tu fais quasiment t'as que de la profit. J'ai plus 1 euro sur un compte de trading classique. Donc finalement, je fais entièrement de la propre firme ou du coup de l'investissement. Moi, ce que je trouve dommage dans ton approche, après chacun a son avis, c'est que je trouve ça bien quand même, encore une fois, vu qu'on a dit que c'est mal réglementé les propres firmes, de réinjecter ses gains de propre firme sur son propre compte de trading qui est lui-même réglementé. Par exemple, sur un IG ou sur un Interactive Broker, si tu fais des futurs, peu importe en fait. Mais je considère que les propres firmes, c'est un moyen à court terme pour se faire du cash qui nous permettra de travailler à long terme. Tu vois. Totalement. Encore une fois, ça dépend de ta vision du trading. C'est vrai que ça peut te permettre de faire de prendre les gains propres firmes, de les mettre justement sur un compte réel. Moi, j'ai une vision. Du coup, j'ai la chance d'avoir YouTube, d'avoir l'école Delta. Donc, ce que je fais plutôt, c'est que je me sers des gains propres firmes
En fait, j'ai deux utilités, deux sources Pour investir dans ta via propre ça. boîte, quoi, au final. J'ai deux choses qui me coûtent assez cher. J'ai l'investissement long terme et j'ai ma femme. Donc, si tu veux, de ce fait-là, j'ai pas besoin de compte réel parce que voilà, j'ai deux investissements long terme qui sont très rentables. Ça paye de plus en plus, mais pour le coup, voilà. Donc, c'est vrai, je me sers de ça pour faire un levier et donc sur l'investissement long terme. Donc, encore une fois, c'est une stratégie. Ouais. C'est sûr, pour quelqu'un qui... et encore, c'est vrai que là, il y a débat en fait. Parce que, ok, tu fais de l'argent sur une propre firme, tu la mets sur un compte réel, mais c'est la même chose en fait. Sur un compte réel, si tu crames ton capital, Ouais, mais tu retournes à la case départ. Ton compte réel, t'as pas de raison de le cramer si tu gères bien tes risques. Ouais, mais t'as bien moins de chances de cramer. Tu connais les traders comment c'est. Ouais, mais à un moment donné, tu tiltes, t'as une sale journée, t'es nerveux, ouais, t'es mais triste et ceci. Attends, si t'as réussi, t'as 5, 6, 10 comptes, t'as le temps de te faire un capital qui tient la route sur un broker. Tu connais quand même tes règles de gestion du risque, tu as des garde-fous, tu connais ton risque par trade. Je veux dire, moi, les personnes que je fréquente ici en Suisse, qui ont fait des propres firmes, qui ont réinvesti sur leur broker, j'ai jamais vu cramer leur compte, de faire des pertes. Ça leur est arrivé de faire 1, 2, 3 mois de pertes, c'est déjà arrivé, hein, ça. Même au-delà de ça, hein, c'est déjà arrivé des pertes de 6 mois sur des personnes que je fréquente qui sont bons, qui ont fait des pertes, mais sans stress. Le capital, il n'est pas cramé. Le problème, c'est que il y a beaucoup de retail sur les propres firmes, de gros débutants qui arrivent quand même à faire de l'argent un peu parfois par chance. Et effectivement, si après ils arrivent sur le compte réel et qu'ils disent bah là, si je perds tout, quoi. Je perds pas juste le coût du capital. Mais après, voilà, il y a différentes approches. Peut-être, alors à la limite, une alternative, c'est vous faites du trading sur les propres et ensuite vous faites de l'investissement ETF long terme. Là, pour le coup, le faites avec votre banque et vous préparez aussi votre avenir, votre retraite. C'est ça que je veux dire. C'est ça, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est des stratégies différentes. Mais en fait, au fond du sujet, en vrai, tu as des personnes qui sont pas faites quand même pour trader sur des comptes propres. Ça, je pense que tu as quand même une petite partie des personnes qui sont moi, pas je pense faites que dans parce ce cas-là, ils qu'en ne fait, seront pas faits pour faire des propres firmes. Ils se feront allumer tout aussi vite. en fait, l'avantage des propres firmes, c'est que tu n'as pas besoin d'être rentable sur du long terme. Tu as besoin d'être rentable sur ton premier payout. Ouais. Et puis ensuite, tu autofinances justement les prochains fais challenges. l'écart entre le coût de ton capital et ton payout, en fait, tout simplement. Ouais. Mais du coup, tu es rentable pendant un mois, peut-être pas pendant un an. Et du coup, si tu te retrouves sur un capital où tu as besoin d'être rentable, tu as cette pression de devoir être rentable sur du long terme, c'est là où peut-être avec les émotions du coup qui sont encore plus importantes, peut-être que tu es amené à cramer ton capital. Donc effectivement, je dis pas que c'est tout le monde, mais en fait, bien se connaître, ça fait partie d'un trading aussi. Dans tes clients, cette question est peut-être un peu bête, mais tu penses qu'il y en a combien qui arrivent à réussir déjà, sans forcément dire gagner véritablement de l'argent, mais à bien protéger leur capital depuis que tu as ton activité? Parce qu'il y en a beaucoup sur Internet qui disent ouais, moi ma formation, tout le monde réussit, 90% de réussite. Moi je dis c'est en aucun cas ça. On est bien en dessous de ça. Ouais. Parce qu'après le mec c'est à lui de bosser, c'est à lui d'être persévérant, etc. Mais est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Parce qu'il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quoi le taux de réussite de vos clients? J'ai un ordre d'idée de certains clients qui font des choses incroyables, même qui sont professionnalisés, qui ont monté leur service, qui ont intégré des boîtes, des brokers, etc. Mais c'est difficile de donner une réponse. C'est très compliqué et j'ai même l'impression que la disparité elle est plus importante, c'est-à-dire que tu vas pas avoir énormément de personnes qui vont faire de l'argent, par contre ceux qui font de l'argent, ils en font pour tout le reste en fait. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pas de statistiques là-dessus. Maintenant après ça dépend de l'objectif. Tu vois, j'ai lancé un accompagnement il y a 1 an. Sur l'accompagnement, du coup, j'accompagne les traders particuliers à valider un challenge propre firme. Là-dessus, on est à 70-75% de réussite. Maintenant, le challenge... Excuse-moi, 75 70. J'avais besoin de la nouvelle fois la traduction. C'est suffisé, ouais. Et du coup, on a un taux de réussite assez élevé sur justement cette partie challenge. Maintenant, sur la partie payout, c'est là où ça devient plus compliqué. Je te montrais tout à l'heure, on a un étudiant qui a validé $1000 avec Apex. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris. On a Quentin qui se reconnaîtra aussi, qui a validé, il me semble, c'était 2500 sur Top Step. Après, tu divises par 2. On a l'année dernière des étudiants qui ont fait 10 000, 15 000 sur des fast track trading quand ça juste avant que ça pète. Ouais. Sur Fidias, on est partenaire avec Fidias, donc une bonne propre firme pour le coup. C'est compliqué en fait, en plus avec la difficulté du marché actuel. Genre, tu l'as vu avec tout qui est en train de baisser. Là, cette année, en fait, la disparité va être encore plus importante. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir un fossé qui va se creuser. Typiquement, quand tu as un crash boursier, tu as les pauvres qui sont de plus en plus pauvres, les riches qui sont de plus riches. En trading, ça va être encore plus compliqué. Donc, ceux qui gagnent vont se faire encore plus d'argent, ceux qui perdent vont être encore plus perdants. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement de Trump? Parce que du coup, il a un peu fait changer les marchés. On a vu là vendredi, alors au moment où on tourne le podcast, on est de combien là? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais qu'on est mercredi. Bon, je sais peu importe, mais vendredi, il y a le Nasdaq qui a perdu 20% sur son dernier plus haut. Bon, le Nasdaq, il est un peu leveragé, c'est-à-dire qu'il grimpe plus, il baisse plus que les autres indices.
On voit qu'il y a plus de volatilité. Il y a Trump qui peut mettre un poste dans un sens ou dans l'autre. Et là, il a dit qu'il arrêtait les aides pour l'Ukraine. Maintenant, il dit qu'il va relancer les aides pour l'Ukraine. Ouais. On ne comprend rien. Honnêtement, personne ne comprend rien, selon moi, au contexte géopolitique. Ouais. On sait juste que ça apporte de la volatilité, donc potentiellement des opportunités, mais un trading qui change. Qu'est-ce que tu penses, toi, du trading là, sur le mandat Trump? Globalement, tu es plutôt bullish sur les indices. Comment tu vois les choses là? Non, sans dire de politique, tu vois. Évidemment, effectivement, ça fait dévisser le marché. On le voit sur le S&P, le Nasdaq, Tesla il perd 50%, Nvidia 30% en ce moment. Donc ouais, ça fait des sacrées montagnes russes. Maintenant, on va rester objectif. En fait, quand tu regardes ce qui a été fait en 2018 quand il était au pouvoir, il a effectivement mis des tarifs de nuit. On se rappelle à l'époque avec la Chine. Je me rappelle qu'à cette époque, pour ceux qui tradaient, littéralement un tweet qui sortait, ça faisait des impulsions de marché. C'était atroce, et en même temps c'était aussi fun. Moi j'aime bien un peu naviguer dans le chaos, c'est quand même, mine de rien, ça fait du bien. Quand c'était Biden, c'était plus calme, ça montait. Là, tous les jours, c'est une surprise. Donc ça rajoute un petit peps à la journée. Par contre, c'est encore plus compliqué pour les particuliers. Et donc ce que tu voyais justement en 2018, c'est qu'en fait, il y a eu une grosse baisse du marché justement quand il a mis ses tarifs douaniers en place. Par contre, quelques mois après, ça a explosé à la hausse. Donc le fait qu'on revienne sur des niveaux de prix justement sur Tesla, sur Nvidia, ça permet justement des opérateurs, des investisseurs particuliers ou professionnels de rentrer, de se repositionner sur le marché. Et quand ils se repositionnent, c'est pas avec $100, c'est avec quand même des milliards. Ouais. Après Tesla, moi je me repositionnerai pas dessus personnellement. Tesla avec avec la concurrence chinoise, c'est incroyable. Oui, le boycott qu'on a, où là en l'occurrence Musk, il y a un boycott qui est fait. Alors peut-être c'est pas grand-chose au final en charge des ventes, mais il n'y a plus autant d'aides sur l'électrique. Pourtant je dis ça, j'ai une Porsche électrique. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais tu vois, je pense qu'il y a un changement qui s'opère dans l'électrique. Il n'y a plus toutes les aides, même en Suisse. Moi j'ai une voiture, ma voiture elle est immatriculée à Genève. Il y a des taxes en fait, même sur des bagnoles électriques. Donc Tesla, voilà, petite parenthèse, entre Elon Musk et des gros concurrents chinois, il n'y a plus autant d'aides, etc. Je ne me positionnerai pas sur ça. Mais j'ai mon ami Claire Cassan, qui est le gérant d'une plateforme d'investissement qui s'appelle Goliath.io. Je l'ai vu, là, j'ai reçu une notification, il s'est repositionné sur Tesla à l'achat. Mais personnellement, je ne le ferai pas. Bah écoute, ça peut marcher. Hein. C'est les mêmes qui vont se repositionner sur Meta. Quand Meta perdait 50% il y a quelques mois. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait combien? 200% depuis le plus bas. Ouais. Donc il y a quand même des vraies grosses opportunités. Donc effectivement, ce que je pense, c'est que là, on est dans un marché qui est très émotionnel. Et donc forcément, ça crée beaucoup de ventes paniques. Les opérateurs en fait quittent le marché des actions, vont aller chercher plus des actifs qui sont plus sécurisés. On voit le marché des obligations américaines, obligations européennes qui sont en train de grimper. Donc il y a un déplacement de liquidité qui se fait. Et puis à partir du moment où en fait les tensions vont potentiellement, parce qu'on sait que Trump est assez imprécis là-dessus, quand l'insécurité va baisser, les capitaux vont venir et à mon avis on va avoir un S&P, Nasdaq qui va exploser du feu. Donc, de toute façon, sur les indices, je suis toujours bullish long terme sur les indices. Dans tous les cas, tu es bullish long terme. Dans tous les cas, ça va monter. T'as pas le choix. C'est fait, ça a été créé, ça a été créé pour que ça monte. Donc, clairement, à partir de là, on verra. Moi, j'aime beaucoup la période en ce moment, sur tous les plans. Donc, je suis assez heureux. Par contre, effectivement, c'est encore plus dur. Tu vois, c'est vraiment beaucoup plus dur de trader en ce moment. C'est beaucoup plus dur en termes de gestion de risque. En fait, la gestion du risque, à mon avis, doit être légèrement adaptée par rapport à ce qu'on a avant. Dans tous les cas, le marché, il a une saisonnalité. Donc, tu trades justement en été, en automne, en hiver. Tu le vois, hein, ça a été prouvé sur les 10, 15, 20 dernières années que en fait, la volatilité est différente en fait, en fonction de l'hiver, en fonction de l'été, et l'amplitude des marchés est différente. L'hiver, tu as moins de volatilité, mais tu as plus d'amplitude. L'été, c'est l'inverse. Ouais. Donc, en fait, tu es dans tous les cas constamment obligé de t'adapter au marché, à la saisonnalité. Et puis après, si tu rajoutes le côté politique, géopolitique, c'est clair que ça n'aide pas non plus. Mais encore une fois, tu es dans un moment où à la fois c'est plus difficile, mais de l'autre, tu as énormément plus d'opportunités. Trop bien. Merci Brahim pour ton analyse. Merci pour toutes tes réponses. Côté propre firme, côté signaux, Suisse, Dubaï, etc. Merci vraiment pour ton temps. Je vois qu'on va devoir couper, parce qu'il est déjà presque 17h10. Magnifique. Alors, on te retrouve déjà sur YouTube. Je vais mettre ton lien dans la description. N'hésitez pas à donner un max de force à Ibrahim. Plaisir. Ça va pas m'aider à le dépasser, mais c'est pas grave. Abonnez-vous un maximum et dites-nous encore une fois dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un podcast comme ça, parce que ça passe tellement vite, on n'a pas eu le temps de traiter la moitié de ce qu'on voulait faire. Donc on vous refera un deuxième podcast, mais uniquement si vous nous le dites vraiment dans les commentaires. Bien sûr. Donc encore une fois, checkez tous les liens. Je vous ai également fait une initiation 100% gratuite pour découvrir un peu l'environnement du trading sérieux en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça
Merci beaucoup Ibrahim. Avec plaisir, merci À pour plus l'invitation. tard. Et soyez très prudents comme d'habitude sur les marchés financiers. Ciao, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.